Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Aristote et je me définirais comme mari et père de 2 enfants. Depuis combien de temps tu es marié avec Merveille? Je suis marié avec Merveille depuis 5 ans maintenant. À quel moment de la relation as-tu appris qu'elle était malade? Alors c'est particulier parce que je l'ai su avant même qu'on soit en couple. Voilà. De par les expériences que j'ai pu vivre dans mon parcours personnel, voilà, j'avais cette capacité à reconnaître les signaux de cette maladie. Et du coup, je savais déjà, avant même qu'on puisse commencer à véritablement se côtoyer, voilà, juste par des bonjours ou par le fait de se croiser, j'ai pu savoir que voilà, c'était une personne qui potentiellement portait cette pathologie-là. Donc tu connaissais déjà la drépanocytose avant. Est-ce que c'est quelque chose qui a pesé dans la balance pour t'engager avec elle? Est-ce que tu as eu des appréhensions ou pas? Alors non, étant donné que j'ai connu en fait cette pathologie par le biais d'un membre de ma famille, donc en l'occurrence un cousin avec qui j'ai grandi et on était très proches. On a vraiment grandi comme des frères et j'ai pu voir un peu au quotidien comment il était impacté par cette pathologie. Voilà, c'est des choses très simples, hein. Ça pouvait être une journée de jeu, de vélo ou après la piscine. Et le soir, c'était tout de suite des manifestations de la drépanocytose. Et je ne comprenais pas évidemment sur le moment parce que malheureusement, ce n'était pas forcément expliqué. Mais voilà, par la suite, plus tard, j'ai pu donner un nom donc, à ces choses que je voyais, donc la drépanocytose. Et donc, mon cousin, ça n'a pas impacté notre relation. Voilà, le fait qu'il porte cette maladie. Donc forcément, j'ai pu aimer quelqu'un qui était porteur de cette maladie et que je côtoyais au quotidien. Donc ça n'a pas forcément été un frein, même si la nature de la relation est différente, évidemment. Mais voilà, ça ne m'a pas freiné dans ce sens-là. Peux-tu nous raconter comment tu as vécu la première crise douloureuse de Merveille après votre mariage? Alors, après le mariage, en fait, il y en avait déjà eu une au préalable, pendant les fiançailles. Donc c'était la toute première. Et en fait, concernant Merveille, elle a... Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais la drépanocytose a des manifestations différentes selon les personnes. Vous avez des personnes pour lesquelles il y aura des crises très fréquentes et d'autres pour lesquelles elles vont être un peu plus rares. Elle se trouve dans ce deuxième cas. Donc ça faisait plusieurs années qu'elle n'en avait pas eu. Et c'est toujours particulier les crises parce que déjà c'est imprévisible. Donc on est jamais vraiment prêt en fait. Donc ça surprend. Et la deuxième chose, c'est qu'on se sent impuissant. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti. La seule chose que je pouvais faire, c'est prier. Mais à part ça, vous regardez et vous savez pas quoi faire. Voilà. Donc je me sentais quand même pas mal démuni. Et surtout, on a peur de ne pas réagir comme il faut, peur de ne pas réagir à temps. Parce que, à la différence d'avec mon cousin, c'était pas ma responsabilité de gérer les crises. Mais là, c'était nouveau, la gestion de la crise par une personne, c'était direct. Et c'est en ça qu'il y a eu une grosse différence. Donc, c'est vrai que je me disais connaître la pathologie, je me disais voilà, l'avoir déjà expérimenté, mais c'était quelque chose de différent. Donc, voilà comment je l'ai vécu. En parlant d'aidant, tu parlais d'impuissance. Mhm. Et toi, en tant qu'aidant, qu'est-ce que tu peux faire au quotidien pour la soutenir face à cette maladie? Alors, on va dire qu'il y a deux volets dans la manière de soutenir par rapport à cette pathologie. Il y a la prévention et il y a la gestion de la crise en elle-même. Voilà. Donc, au niveau de la prévention, c'est délicat parce que il y a un trait de caractère que j'ai remarqué chez les différentes personnes que je connais qui portent cette pathologie. Il y a cette sorte de, comment dire ça, de carpe diem, on va dire, qui peut se manifester. Donc ces personnes ont tellement grandi
dans la frustration, dans la contrainte de ne pas pouvoir faire telle chose, telle activité, qu'il va y avoir des moments de lâcher prise, des moments donnés où ils vont se dire advienne que pourra. Voilà, je fais ce que j'ai à faire, ce que j'ai envie de faire, indépendamment des retombées, des conséquences qu'il peut y avoir le lendemain. Sauf que les conséquences, elles sont douloureuses, parce que ça peut se déboucher sur une crise. Et maintenant, il faut savoir jouer le rôle de cette personne qui va essayer de faire un peu le tampon. Voilà, cette personne qui va essayer de prévenir, et sachant qu'au fur et à mesure, on arrive à reconnaître les signes de fatigue, on arrive à appréhender avec la météo. Voilà, il fait telle température, donc ça peut jouer. Et personnellement, je suis quelqu'un qui est très prévoyant, voilà, qui essaye. Je suis très cérébral par rapport à l'environnement, tout ça. Et donc, c'est difficile parce que faut savoir aider, soutenir, sans tomber dans le paternalisme, pardon. Et c'est là où il peut y avoir des frictions. Et aussi, sans tomber aussi dans le contrôle. Parce qu'on a affaire à une personne qui est adulte. Elle sait se gérer, elle connaît sa pathologie mieux que moi, au final. Donc, comme on dit, elle ne m'a pas attendu pour gérer la drépanocytose. Mais en même temps, on est deux. Elle n'est plus toute seule. Et elle doit tenir compte aussi de mes sentiments, de mon avis. Et donc ça, c'est pour la partie prévention. Maintenant, pour la gestion de la crise, comme je disais, c'est particulier parce que la douleur est là. Elle doit à la fois gérer la douleur et maintenant le soulagement de cette douleur en même temps. Et donc, on se retrouve là et on est à l'écoute en fait. Ça demande vraiment beaucoup d'écoute. Parce que d'une crise à l'autre, pour une crise, être allongé va soulager la douleur. Pour une autre crise, être assis va soulager la douleur. Donc, il n'y a pas de procédé, il n'y a pas de manière de faire, il n'y a pas de protocole. Chaque crise est différente. Donc, il faut vraiment écouter, attendre les instructions. Est-ce que tu peux me mettre le coussin à cet endroit-là? Ça me soulage. Est-ce que tu peux l'enlever? Est-ce que tu peux aller chauffer l'eau? Est-ce que tu peux aller prendre cette bouillotte, la placer à cet endroit? Et même pour la placer, c'est délicat. Donc, c'est vraiment beaucoup d'écoute et voilà, être le plus attentif possible à chaque mouvement aussi. Tu nous as dit tout à l'heure que ton cousin était atteint de la drépanocytose et maintenant que tu es marié avec une femme qui a aussi cette maladie. Avant le mariage, est-ce que tu as pensé à la question de la transmission génétique? Est-ce que c'est un élément qui t'a fait peur ou pas? Alors, c'est une question à laquelle forcément il faut penser, parce que qui dit mariage dit enfant derrière, sachant que j'en voulais, et elle aussi naturellement. Et la question s'est posée. Après, déjà, je connaissais un peu mon état aussi, voilà, ça joue. Et je savais que, parce qu'il y a, selon les profils des personnes qui vont se marier avec une personne atteinte de la drépanocytose, au niveau des enfants, c'est très, comment dire ça, c'est une chose qui est très précise. Voilà. Une personne qui va porter le gène de la drépanocytose, pardon, va être plus enclin à, même si elle n'est pas malade, à donner des enfants qui vont être aussi malades. Voilà. Mais dans ma situation, je savais que ce n'était pas le cas, donc c'était un peu plus facile d'envisager, voilà, au niveau de la transmission, comme tu dis. Et puis, je savais que, comme aussi ce mariage, c'était non seulement le choix du cœur, évidemment, mais aussi au niveau de ma foi, c'était le choix aussi qui m'était dicté clairement. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Voilà. J'ai fait ce que mon cœur et ma foi aussi me dictaient. Et voilà, on n'a pas forcément fait de test, par exemple, avant le mariage ou même avant de commencer à concevoir les enfants. Voilà, c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard après. Parce qu'il y avait aussi cette confiance-là, cette foi-là. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu fais pour gérer les enfants lorsque ton épouse fait des crises? Alors, il n'y a pas vraiment de manière de faire parce que c'est quand même assez brutal.
Et d'une certaine manière, il faut improviser. Après, c'est vrai qu'avec les crises qui, je veux dire, se répètent, on commence à développer des automatismes, mais déjà les rassurer, parce que il peut y avoir des cas où c'est moi qui vais l'accompagner à l'hôpital, donc on a le temps de discuter, de parler, d'expliquer ce qui va arriver. Voilà, maman ne sera plus présente, elle va aller voir le docteur et ils comprennent. Mais il y a le cas qui est un peu plus violent, c'est quand les pompiers viennent à la maison. Et là, c'est différent parce que, mettez-vous à la place de deux enfants qui n'ont même pas 4 ans tous les deux. Enfin, l'un a 2 ans et l'autre va avoir 4 ans. Et vous voyez des inconnus en tenue qui débarquent comme ça, en urgence, et qui rentrent, qui pénètrent dans l'intimité en fait de la famille, et qui se dirigent vers la maman, et avec plein d'appareils. Donc là, c'est les mettre à part, les prendre à côté, leur expliquer ce qui se passe. Et vous voyez le regard un peu perdu, un peu terrifié. Ils cherchent des réponses. Voilà. Donc là, faut savoir communiquer et parler, ne pas se mettre de frein. Et aussi dire les choses clairement. Voilà, dire les choses clairement parce que même si les choses ne sont pas expliquées correctement dès le départ, par la suite, c'est des questions et des questions et des questions. Voilà. D'ailleurs, même si elles sont bien expliquées, il y aura quand même des questions ensuite. Mais voilà, autant le faire correctement dès le départ et de la manière la plus transparente possible. Avec toutes les épreuves que tu as vécues en tant qu'aidant, face à toutes les crises que ton épouse a pu manifester, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur de la perdre? Oui, forcément. Forcément, parce qu'on se renseigne, on entend des témoignages et on voit aussi clairement les espérances de vie qui sont diagnostiquées en fait pour ce type de pathologie. Et on voit l'âge de notre époux, dans mon cas de mon épouse, et on se dit ok, bon, on arrive dans cette tranche d'âge-là. Donc là, il y a des crises, sachant que des fois, ça peut être plus fréquent qu'à certaines périodes. Et plus ça s'accélère, plus l'intensité aussi de la crise augmente, plus on y songe, voilà, clairement. Donc c'est une crainte qui est là, voilà. Mais comme on est aussi dans le domaine de la foi et qu'on a des promesses qu'on a reçues, et ben, ça nous permet aussi d'avoir cette espérance qui est là. Voilà. Et, mais je dirais que là où c'est encore plus difficile, c'est depuis qu'il y a les enfants. Voilà. Parce que les enfants ont besoin de leur maman. Voilà. Et j'ai beau pouvoir faire tous les efforts que je peux pour m'occuper d'eux, pour les éduquer, je sais, on connaît ses limites, on sait ce que l'autre leur apporte, que nous, on ne pourra pas forcément leur apporter, ou du moins, en tout cas, pas de la même manière. Et c'est vrai que là, la question se pose encore plus, et elle fait encore plus peur, la réponse fait encore plus peur. Parce que là, c'est plus qu'une question de couple, c'est plus moi et elle. Bien sûr, c'est mon épouse, donc moi-même, ça me touche, mais là, je vois aussi mes enfants. Donc forcément, c'est encore plus difficile d'y songer, mais voilà, on garde la foi. Maintenant, ça fait 5 ans que tu partages la vie de Merveille, et au travers de votre vie commune, quels sont les enseignements que le Seigneur a pu te communiquer par rapport à sa maladie? Alors les enseignements, ils sont nombreux. Déjà, comme je pouvais le dire tout à l'heure, moi je suis une personne qui quand même aime bien planifier les choses, voir venir, et la drépanocytose ne permet pas cela. Voilà. Vous faites un programme, vous planifiez une visite, vous planifiez une sortie, et en une nuit, tout bascule. Et il faut tout modifier. Voilà. Vous passez d'une petite, une petite sortie, escapade qui était prévue, à amener la personne à l'hôpital, revenir avec les enfants, s'occuper d'eux. Donc déjà, même au niveau de la charge mentale,
c'est pas évident. Donc voilà, la foi, c'est ce que ça m'a enseigné, et ne pas pouvoir toujours tout contrôler. Donc ça, avec le Seigneur, c'est une chose que le Seigneur nous demande, de lâcher prise et de lui laisser la place. Et avec la drépanocytose, c'est un bon exercice. Et l'autre chose aussi que j'ai pu apprendre par rapport à la drépanocytose, c'est que vraiment, on est, sur notre corps en tout cas, lorsqu'il y a des maladies, l'homme ne peut rien en fait. Voilà. C'est pas moi qui ai les cartes et je dois lui laisser toute la place parce que il n'y a rien que je puisse faire pour soulager les maladies. Donc là, honnêtement, les prières sont différentes quand il y a des crises de drépanocytose parce que j'ai aucun médicament, j'ai aucun remède. Une bouillotte, ça va, une bouillotte chaude, j'entends, ça va aider, mais de manière partielle, de manière minime. Donc là, je suis dans l'obligation de faire confiance au Seigneur et d'implorer sa grâce. Donc c'est ce que ça m'enseigne au quotidien. Et le Seigneur nous aide. Et par sa grâce, on est là encore jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin.